Comment faire son sac pour faire son GR5, la grande traversée des Alpes sur 600 km? Salut, c'est David, le banquier randonneur, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va parler en fait de tout le matériel que j'ai sur moi, les vêtements, les chaussures et le sac, qui m'a permis de faire mon GR5, parcourir ces 600 km, ces 35 000 mètres de D+, en moins de 3 semaines. Allez, c'est parti, on y va. Dans un premier temps, on va commencer avec ce que je porte comme équipement sur moi complètement disponible. Après, on parlera des vêtements et enfin, on se mettra au sol pour pouvoir vider mon sac, voir ce qu'il y a à l'intérieur, tous les équipements, le couchage, l'hygiène, la pharmacie et enfin, on parlera peut-être même un petit peu de quoi manger sur le GR5. Avant de commencer, je t'invite à me rejoindre ici. Là-haut, il y a le Brévent qui est un des points hauts du GR5 à 2500 mètres, qui est un point magnifique, surtout que de l'autre côté de la vallée du Brévent, exactement là, en plein dans le soleil, il y a le Mont Blanc qui s'offre à nous. C'est un passage absolument extraordinaire du GR5. Tu sors du col d'Anternay, tu vois le massif du Mont Blanc, tu redescends, tu reviens sur le Brévent à 2005, et là, tu es face à lui, quoi. C'est absolument époustouflant. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai comme équipement sur moi ? On va commencer avec le sac, comment j'ai fait mon sac et quels sont les équipements immédiatement disponibles qui est dans mon sac. Alors comment je l'ai fait? Un sac, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour faire simple, un sac, il faut que le poids lourd soit le plus près possible de ton dos et le plus bas possible. Donc on met au fond du sac, près du dos, ce qui est le plus lourd. De plus, il faut être pragmatique. Mets au fond de ton sac ce que tu n'auras pas beaucoup besoin dans la journée. Typiquement, le couchage, on le met également en fond de sac. Et dans toutes les petites poches ventrales, latérales, faciles d'accès, on va mettre les équipements qu'on est plus susceptible d'utiliser pendant la journée. En plus de cela, un sac, comment ça se porte ? 80% du job de portage de sac, ça se fait sur la ceinture abdominale et pas sur les épaules. Donc je serre bien ma ceinture abdominale et 80% du portage se fait ici. À la limite, mes épaules, tu vois, c'est super flex. Ça me sert juste à maintenir mon sac collé à mon dos pour pas qu'il se barre en arrière et c'est tout. Évidemment, en terrain technique, en pierrier, je resserre avec une petite languette pour bien resserrer mon sac, l'avoir près de corps pour pouvoir être bien fluide dans mes mouvements et bien contrôler ma masse et mon centre de gravité. Quels équipements j'ai immédiatement disponibles? Je suis randonneur, j'ai toujours mes bâtons de randonnée disponibles rapidement tout près de moi. Également, une autre pièce d'équipement que je vais utiliser absolument tous les jours, mon tapis de sol. Pas forcément le soir, mais on arrive ici, on fait une petite pause, hop là, je déploie le tapis de sol, en 3 secondes, il est par terre. S'il a plu, si le terrain est un peu humide, s'il y a de la neige, eh bien ma foi, je vais garder les fesses, les genoux et tout mon matériel propre sur mon tapis de sol en le déployant rapidement. De plus, j'ai 2 petits outils ici qui sont toujours près de moi. Le premier, c'est un sifflet. Si je ne veux pas finir comme 127 heures plus tard, je prends mon sifflet, surtout quand je suis randonneur en solo. Dans un groupe, il faut au moins qu'il y ait un sifflet. Également, de l'autre côté, bien que je fasse aujourd'hui ma navigation avec des équipements électroniques modernes, un smartphone concrètement, j'ai toujours une petite boussole, ça pèse 15 grammes et je peux faire quand je marche un petit point topo pour garder mon cap, ça me permet de me rassurer. Ensuite, sur une petite poche ventrale que j'ai ici, je vais mettre des choses facilement sortables et rapidement utilisables. Mon fric, alors sur le GR5, dès qu'on parle de haute montagne, le fric pense à du cash. Ta carte bancaire, elle est très bien, elle ne passera pas partout. Beaucoup de nos amis gardiens de refuge et beaucoup de commerçants dans les villes d'altitude n'ont pas la carte bancaire. Ils n'ont pas de TPE, donc tu ne peux pas payer avec ta carte bancaire. Donc, je t'invite à prendre du cash en quantité suffisante et à prévoir sur ton GR5, on parle quand même d'une randonnée au long cours, parce qu'on va parler de plus de 3 semaines. En général, on parle le GR5 qui se fait statistiquement sur 21 à 28 étapes. Rajoute quelques jours de repos qui sont à prendre parce qu'on est quand même sur du long cours pour ne pas pousser son corps trop loin et ça fait quand même un temps, on va dire, assez sympa. Donc, dans ma petite poche, j'ai ma carte bancaire, ma pièce d'identité, du cash également et j'ai également toujours sur moi 2 petits outils qui sont un briquet pour faire un feu en cas d'urgence, en cas d'hypothermie, pour se sécher, etc. Et une pièce de 1 € qui me permet de prendre un caddie et de mettre mon sac de randonneur dedans. Ça me permet de ne pas me faire voler mon sac dans les grandes surfaces quand je fais le ravito. Voilà pour ce qu'il y a immédiatement disponible à l'intérieur de mon sac. Et
je vais te parler également de quelque chose qui concerne l'eau. Je te parle de mon sac. En vérité, sous mon soft shell, comme tu peux voir ici, j'ai un deuxième petit sac. C'est un CamelBak. Je gère mon eau avec CamelBak. Gourde, CamelBak, tu fais bien comme tu veux. Objectif sur le GR5, je t'invite à avoir 2 litres d'eau sur toi, voire 2 litres et demi. Ce que je fais, j'ai toujours 2 litres d'eau devant moi et j'ai également une gourde de 50 centilitres vide à l'intérieur de mon sac en fait. Et ce qui fait que dans les passages sur le GR5 où je sais qu'il y aura moins de ravitaillement en eau, typiquement en haute saison estivale sur un été très chaud, sur juillet-août, il y a les sources tarissent de plus en plus à mesure que la saison avance. Dans le Mercantour au sud du GR5, donc la dernière partie, l'arrivée vers la mer Méditerranée, on a un climat beaucoup plus méditerranéen. Donc effectivement, on va être sur un climat beaucoup plus sec, il y aura moins de ravitaillement en eau. Donc 2 litres et demi, ça m'a permis d'être en confort pour boire et également faire mon hygiène. Petite douche de bivouac, bien calculée pour laver les points essentiels du corps, les mains, le visage, le sexe et les pieds, ça fait 35-40 centilitres quand tu maîtrises bien. Donc ça me permet toujours d'être propre et suffisamment hydraté, ça me permet de ne pas me blesser. Donc ici, j'ai mon CamelBak, à l'intérieur duquel j'ai un CamelBak plus un petit réservoir plastique souple qui va avec un outil que je trouve absolument extraordinaire, un filtre à eau. Un filtre à eau genre paille, ça me permet d'avoir l'autonomie totale en eau. Privilégie toujours de boire une eau vive, avec si possible pas d'estive, pas d'alpage au-dessus pour avoir le moins de pisse et de merde et de cadavres d'animaux qu'on va croiser régulièrement sur le GR5, les troupeaux de vaches, les moutons avec les patous, les chèvres, etc. Sans compter les animaux sauvages. Donc ça me permet d'avoir l'autonomie totale en eau. Et ce qui fait qu'avec même 2 litres à plein, ma foi je suis assez serein. Maintenant, on va parler des vêtements que j'ai sur moi, tête, système 3 couches, et après on part sur les pieds. Parce qu'en fait, j'ai presque l'intégralité de mes vêtements sur moi. D'abord, on va commencer par le haut. J'ai mon chapeau, un couvre-chef. Les filles, amies randonneuses, je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas porter des couvre-chefs parce que ça couvre votre coiffure, qui est un élément de la beauté féminine absolument extraordinaire. On est bien d'accord. Cependant, entre esthétisme et pragmatisme, je vous invite les filles à être plus pragmatiques parce qu'il va falloir se protéger du soleil. On est souvent à 2000 mètres, on fait des passages à 2005, donc il y a 20-25% moins d'atmosphère à cette altitude-là. Par conséquent, lui là-haut, il est beaucoup moins filtré et il me tape dessus très fort. C'est pour ça que j'ai mon chapeau, ça me permet d'éviter les coups de soleil, voire les insolations. Et les insolations, c'est franchement pas rigolo. C'est fébrilité, diarrhée, nausée, fièvre, voire fièvre délirante. C'est vraiment pas cool. Ensuite, j'ai mes lunettes de soleil. Pour la même raison, je te conseille de prendre au moins du 4/10 en puissance pour protéger tes yeux. Et si tu as la peau super sensible, ou plutôt sensible, effectivement, prends de la crème solaire pour pas choper des coups de soleil partout. Ensuite, je vais avoir mon tour de cou ici. Alors ça, très important, plus on monte en altitude, plus il va y avoir de vent. Et le vent, ça va attaquer, avec la vitesse et la température qui descend, les voies respiratoires, typiquement la gorge, la bouche, nez, les oreilles. Donc mon tour de cou, il me permet de ne pas choper la crève, il me permet également de protéger les voies respiratoires quand à la fraîche ou dans des conditions météo un peu dégradées, j'arrive sur des températures ressenties très basses, voire négatives, et ça arrive, en fonction notamment du facteur de vent. Si tu fais ton GR5 sur une période estivale, on va dire juillet-août, c'est là que tu auras le plus beau temps. On a vu le GR5, ça fait 4-5 semaines pour le faire, 3-4-5 semaines pour le faire, en fonction de ta vitesse, ton niveau, ton entraînement, ton poids de sac bien sûr. Donc si tu dépasses un petit peu sur juin ou septembre avec une fin d'hiver tardive ou un hiver précoce, tu vas avoir de l'enneigement, plus que du névé, de l'enneigement potentiellement sur les cols, notamment à tous les passages à 2005 qu'on va faire. Donc, quand ça souffle au col à 70 km/h, qu'il ne fait que quelques degrés au-dessus de zéro, on a une température ressentie négative et c'est là que tu te shootes le système ORL et qu'on arrive à choper la crève en fait, même en plein été. Donc super important. De plus, quand je pars à la fraîche, ça m'arrive aussi de le mettre en mode bonnet. Ça, le tour de cou, c'est un élément qui fait 2 en 1. Et à la randonnée, on adore parce que ça permet d'alléger son sac, d'avoir un outil qui en fait plusieurs. Ensuite, on va parler maintenant rapidement du système 3 couches. Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est le système 3 couches? C'est très simple, en 3 points. Mais avant, si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, abonne-toi sur ma page Facebook, Instagram, ma chaîne YouTube David Blondeau. Rejoins-moi également sur mon site lebanquierrandonneur.fr où tu verras un tas d'articles et toutes les vidéos qui y sont également hébergées qui parlent de randonnée.
De plus, je vais te faire un cadeau. Je vais t'offrir 1 heure de formation gratuite pour te préparer à faire ta rando, y compris les randos en haute montagne. Et pour ce faire, tu vas juste en dessous dans le lien, tu référencieras ton email, ton prénom et je t'offre cette heure de formation gratuite. Pour aller plus loin, si tu prépares déjà à l'heure où on parle là, ton GR5, si peut-être même tu prépares un Tour du Mont Blanc, un GR10, un GR20, un Saint-Jacques-de-Compostelle, que sais-je, un des magnifiques GR que nous avons en France, eh bien rejoins-moi sur lebanquierrandonneur.fr où tu verras tout mon panel de formation vidéo sur tous les plus grands GR. Aujourd'hui de France, demain d'Europe et bientôt du monde. Allez, système 3 couches, 1 respirabilité, 2 isolation thermique, 3 imperméabilité. Respirabilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la première couche. Tu vois, sur ma peau, j'ai ma seconde peau. C'est un textile technique qui permet une bonne sudation, une bonne évaporation de la sueur. Problème, quand on fait typiquement comme ici, on est au Brévent, donc quand tu pars des Ouches en bas pour aller au Brévent, tu as 1500 mètres de D+. Avec un soleil comme ça, il y a forcément un moment où tu vas suer, crois-moi. Donc, il faut un textile technique pour que ça s'évapore. Si tu prends un textile type coton, typiquement, eh ben, tu vas être trempé. Une fois arrivé au sommet, il fera 10 degrés de moins, il y aura du vent, tu vas choper la crève. Deuxième point sur le système 3 couches, la couche de chaleur. Il faut que ça tienne chaud, hein, isolation thermique. Je ne l'ai pas sur moi, tu comprends bien que je commence à avoir très chaud avec le soleil, elle est dans mon sac, on en reparle tout à l'heure. Polaire, pull, doudoune, on s'en fout, il faut que ça tienne chaud. Troisième couche, l'imperméabilité. Alors ça, très important parce que c'est très bien d'avoir chaud, mais quand on est mouillé, on a froid. Par conséquent, il va falloir qu'on soit bien protégé de l'eau. C'est ce qu'on va faire avec l'imperméabilité. Je remets mon chapeau parce que je suis en train littéralement de cramer. Il est 11h30 du matin, on est au mois d'octobre, je suis encore en train de cramer au soleil, c'est assez impressionnant. On a 2 écoles pour l'imperméabilité. 1 hardshell, 2 poncho. Qu'est-ce que c'est la différence? Avantage, inconvénient des deux, on en parle rapidement. Ici, imagine que cette veste est un hardshell. Alors, David, beaucoup de clients en coaching privé me disent mais qu'est-ce que c'est la différence entre hardshell, softshell? C'est très simple. Shell, c'est la coquille, donc c'est ce qui nous protège des intempéries qui tombent du ciel. Elle peut être hard ou soft, dure ou cool. Dure, c'est complètement imperméable. Il peut y avoir une grosse averse d'orage, il peut y avoir une journée de 10 heures d'affilée où il flotte avec du hard shell, tu vas être complètement étanche. Soft shell, c'est comme ce vêtement-là, ce textile-là, c'est aussi ce qu'on appelle le déperlant. Donc s'il y a une petite averse, du brouillard, ça passe, mais s'il y a une grosse averse d'orage ou une longue averse qui s'éternise, tu vas finir par mouiller à un moment. Donc hard shell ou soft shell? Le hard shell. Je suis en train de marcher, il va pleuvoir, donc hop, je sors de mon sac mon hard shell, je le mets, je remets mon sac par-dessus. Problème, mon haut de corps sera effectivement bien imperméable, mais mon sac derrière sera encore exposé à la pluie. Ça veut dire que pour le protéger, je vais devoir mettre un sursac étanche qui va venir par-dessus. Mais même avec un sursac, lorsque je marche, mon haut de corps sera protégé, ok, mon sac aussi. Les lanières de mon sac seront encore exposées, elles vont prendre l'eau par capillarité, l'eau va remonter à l'intérieur de mon sac et là, toutes mes affaires de rechange, mon couchage est mouillé, pas bon. Donc toutes les affaires à l'intérieur du sac, il faut en plus les mettre dans des sacs plastiques pour qu'ils soient étanches à 100%. Ce ne sera quand même pas parfait parce qu'avec le hard shell, eh bien, mon pantalon également ou mon short vont être mouillés. On en reparle dans un instant avec les super avantages du poncho. Le poncho, on imagine les mêmes cas de figure. Je suis en train de marcher tranquillou sur mon GR5. Il va pleuvoir, je le vois arriver. Qu'est-ce que je fais? Je sors mon poncho et je vais le déployer. Alors, attention, il y a poncho et poncho. Les ponchos entrée de gamme qui coûtent 15 balles chez Decathlon, c'est des gros sacs à patates où on galère à se faufiler dedans, ça coince toujours, il faut être 2 pour le mettre, c'est toujours bordélique. J'investis un petit peu, j'achète un poncho à 40 € chez une marque française qui s'appelle Élémentaire. Allez, jeté de poncho. Pas souvent, on envoie, on récupère la capuche, on récupère les manches sur les côtés
et je n'ai plus qu'à fermer ma fermeture éclair ventrale. Et comme tu peux le voir, ça veut dire que 1. Mon haut de corps est complètement imperméable, 2. Mon sac derrière est complètement imperméable et j'ai pas eu besoin de mettre un sursac, j'ai pas eu besoin de mettre toutes mes affaires dans des sacs plastiques parce que c'est super chiant. Quand tu cherches une affaire, déjà c'est toujours au fond de ton sac, et si en plus il faut enlever les affaires, les sacs plastiques, aller chercher au fond, on perd du temps. Autre avantage du poncho, ça se passe juste en bas là. En bas, c'est-à-dire ici sur le bas de corps. Comme tu peux le voir, je suis en shorty, et oui, j'ai fait mon GR5 en shorty, ça ne me pose pas de problème. Et quand l'orage arrive, je remonte mon short en mode grand-père comme ça, ce qui fait que lorsque je mets mon poncho, comme tu peux le voir, mon short est entièrement recouvert, ce qui fait que tout mon vêtement bas de corps eh bien, est protégé littéralement par le poncho. Donc le poncho, des deux écoles hardshell ou poncho, tu vois bien que c'est plutôt ce que je préfère, parce que le hardshell, c'est très bien quand il y a beaucoup de vent, parce qu'il n'offre qu'une très faible prise au vent, là où le poncho, effectivement, va souffler et claquer. Alors vraiment quand il y a beaucoup de vent. Donc tant que je ne fais pas de l'alpinisme ou du grand froid, je reste sur le système poncho au lieu de me taper hardshell, plus sursac, plus sac plastique, ça fait du poids et de l'encombrement en plus. Donc je reste sur le poncho. Mais c'est pas fini, bien que le poncho protège le haut de corps, la tête, le sac et le bas de corps, il va falloir maintenant qu'on protège nos pieds. Et pour ce faire, on va utiliser des guêtres. Pour ceux qui ne sont pas encore habitués, c'est vrai que c'est un petit peu chelou. C'est une espèce de fuseau avec un étrier dans lequel on glisse le pied, on verrouille avec une fermeture d'éclair derrière qu'on remonte et hop, le mollet et le haut de la chaussure est complètement planqué sous un tissu hardshell pour le coup. La guêtre te permet à ce que l'eau ne s'infiltre pas dans le haut de ta chaussure et ne s'infiltre pas en coulant le long de ton mollet pour aller directement dans les chaussettes et les chaussures. Et là, quand c'est trempé, après, c'est horrible. Donc, avec tout ce qu'on vient de se dire, le système 3 couches est prêt. Et je respire, j'ai chaud, je suis complètement imperméable sur toutes les parties de mon corps. Les seuls endroits de mon corps qui sont encore exposés à la pluie quand elle arrive, c'est mes mains, mais je m'en fous. Et si je veux, je peux les planquer dans mon poncho. Et ce sont mes jambes. Haut de cuisse shorty est caché par le poncho. Les chaussures, le bas des mollets est planqué par les guêtres, ce qui veut dire que il n'y a que mes jambes en fait qui sont exposées. C'est pas grave, il va pleuvoir, elles vont être mouillées, ça va faire un petit peu frais, c'est vrai, mais après l'averse, avec le vent, éventuellement le soleil, ça va sécher les jambes et je serai nickel. On continue avec les vêtements, avec dans un premier temps, comme promis, la couche thermique, ma polaire, mes polaires, pull, doudoune, tout ce qui tient chaud est bon à prendre pour faire la seconde couche, et les chaussettes. Et ça, c'est un point indispensable. Parce que pour prendre soin de ses pieds, il faut oui choisir la bonne paire de chaussures et oui bien utiliser ses chaussettes. Alors, chaussures, chaussettes, pieds, comment ça marche tout ça? Beaucoup de clients en coaching privé me demandent, mais David, qu'est-ce que je dois mettre comme chaussures? Des chaussures montantes de montagne ou des chaussures trail ou légères? Eh bien écoute, je vais te répondre un peu à la normande, ça dépend, oui et non. Si tu es débutant, je te conseillerais plutôt de partir sur une paire de chaussures montantes, et si tu es plutôt expert ou confirmé, expérimenté, je te conseillerais plutôt de partir le plus possible vers du léger. Pourquoi? Eh bien, on est au début du 3e millénaire et en gros, on est tous des travailleurs du tertiaire dans des villes, donc on marche très peu. À part les petites marches qu'on fait éventuellement le week-end ou si tu es trailer, jogger, on n'utilise presque plus nos pieds. Par conséquent, notre cheville, nos ligaments, nos tendons, les muscles, toute la musculature du pied, la corne, on n'a plus rien du tout. Il y a 12 000 ans, tes ancêtres ils couraient après les rennes ici pour les bouffer. Et ils couraient pieds nus dans un terrain, dans des pierriers des fois. C'était quand même balèze. Donc ils avaient leur membre inférieur prêt. Aujourd'hui, avec toute l'assistance et tout le confort que nous avons, en général, si on ne pratique pas la randonnée ou le trail, typiquement le trail régulièrement, notre pied n'est pas prêt. Ici, sur le GR5, on parle de faire une marche de 600 km. On parle de marche qui fait 35 000 mètres de D+, 35 000 mètres de D-, beaucoup de pierriers, beaucoup de chemins muletiers. Quand on va arriver au sud, près de la Méditerranée, dans la fin du Dauphiné et le Mercantour, c'est que du chemin muletier, c'est un chemin très technique, très difficile. Si le pied n'est pas habitué et qu'on ne se protège pas, le risque c'est une blessure, foulure, entorse, entorse avec fracture, et c'est vraiment pas rigolo. En plus de te blesser le pied, tout ton corps tombe, donc c'est l'occasion de se faire en plus une blessure supplémentaire au niveau des membres supérieurs, voire de la tête, donc c'est vraiment pas bon. Tu es débutant,
ton pied n'est pas accoutumé à marcher 600 bornes et 35 000 mètres de D+, ok, par sécurité, prends des chaussures montantes. Tu es plus confirmé, tu as déjà quand même une certaine expérience dans la pratique du footing, mais j'entends par là du trail surtout, en terrain technique, en terrain naturel, où tu es un randonneur plus expérimenté avec des centaines, des milliers de kilomètres au compteur, notamment en haute montagne. Ok, dirige-toi le plus possible vers du light, c'est ce que je suis en train de faire personnellement en ce moment. On a pris soin de nos pieds avec les chaussures, on a pris soin de nos pieds avant même, parce que bon, il faut faire son pied, je t'invite à marcher pieds nus en permanence, sauf quand tu es vraiment strictement obligé de mettre des chaussures pour pouvoir recorner ton pied en dessous, ça t'évitera des ampoules et des irritations. On s'est préparé également en faisant nos chaussures. Tu n'achètes pas une paire de chaussures neuves en partant avec. C'est suicidaire, tu vas avoir des ampoules énormes, il faut que la chaussure se fasse à ton pied. On prend soin de nous aussi avec des chaussettes. Alors là, on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup du chaussure et on se concentre sur quel type de chaussures il faut, comme ci, comme ça. Et on parle jamais de ça, les amis. Presque jamais. Eh bien moi, j'en parle. Elles ont 3 caractéristiques, mes chaussettes. 1, c'est de la chaussette technique. C'est la première peau pour la respirabilité. Même chose que pour mon t-shirt. 2, elles sont noires. Sur ton GR5, tu vas être amené à faire un certain nombre de lessives. Parce que sur 600 bornes, sur 3, 4, 5 semaines, tu ne trouveras pas de machine à laver tous les jours, tu vas faire ta lessive au refuge ou même en sauvage. Et par conséquent, il va falloir ensuite sécher tes chaussettes. Une paire de chaussettes noires, elle sèche en fait 30% plus vite qu'une paire de chaussettes grises ou de couleur claire. C'est pour ça que je prends que des noires maintenant. Et elles sont hautes. Ça évite un maximum que des petites saloperies comme des gravillons, des graviers, du sable viennent se mettre à l'intérieur et fassent des irritations. C'est quand même plus confortable. On continue avec un point neige. Le GR5, il est praticable, complètement sur juillet-août sans problème, juin-septembre avec un petit peu de précaution si l'hiver arrive trop tôt ou trop tard, et hors saison, là c'est carrément du mi-saison qu'il va falloir faire. Donc on va être en présence de températures froides, négatives, du vent, de la neige, etc. Pour te dire, j'ai fait mon GR5 comme ça, en t-shirt technique short, avec ma polaire et mon soft shell en plus au cas où. Mais si tu veux le faire en hors saison, ou voire mi-saison, il va falloir investir plus de poids et d'encombrement dans ton sac dans des équipements spécifiques. J'entends par là, en plus des sous-gants, des vrais gants de montagne, un vrai bonnet de montagne, pourquoi pas une deuxième couche thermique également, et ça, ce sont des crampons amovibles. Et s'il y a un fort enneigement, pas des névés, j'entends par là un fort enneigement sur les cols, si les 300-400 derniers mètres de D+, et les 300-400 premiers mètres de D- à chaque col de 1500 sont en neige, attention à la glissade, c'est le risque. Soit tu prends des crampons d'Alpi en acier, mais c'est lourd et cher, soit tu prends des petits crampons amovibles comme ça. C'est très simple, ça c'est par un système élastique, ça vient se clipser sous la chaussure, tu as des petites pointes de 5 mm acier en dessous, ça te permet de stabiliser. En passage, on pourrait imaginer pourquoi pas un piolet, faudrait être sûr déjà de savoir s'en servir, et puis ça me semble un petit peu lourd, je pense qu'un bon planté de bâton, un bon planté de talon, avec s'il le faut vraiment à la rescousse, un crampon amovible sur un léger enneigement, j'entends pas par là de faire un GR5 hivernal, mais sur un léger enneigement, je pense que ça passe. On continue avec le reste des équipements. Concrètement, il va nous rester maintenant ce qu'on va appeler le pack électrique, donc la frontale pour vivre la nuit et également pour faire pourquoi pas des départs de GR de nuit. Moi, je suis plutôt matinal, je me lève à 4h pour partir à 4h35. Ça me permet, d'éviter les orages qui statistiquement vont éclater tôt dans l'après-midi. Donc moi, je fais ma journée avant qu'ils éclatent. 2, ça me permet d'éviter de me faire cramer par le soleil. Et 3, ça me permet de me faire du bien au moral, parce que quand je pars le matin, quand je fais 2 heures à la fraîche, comme ça fait du bien. Je vois encore des amis randonneurs qui sont encore en train de dormir, et moi je suis déjà en train de faire des kilomètres, tranquille, je peux profiter de la nature tout seul, comme un ours, et c'est franchement super agréable pour se reconnecter à la nature. Ensuite, dans le pack électrique, on va avoir le smartphone qui est en train de tourner, également. Pour avoir de l'autonomie en électricité, tu as 2 possibilités, le power bank ou le panneau solaire. J'ai préféré utiliser pour mon GR5 un power bank, ce qui fait que je m'engageais en fait à faire un ravitaillement en électricité tous les 7 jours en dur,
à un moment, à un camping par exemple, concrètement. Le panneau solaire, lui, m'aurait coûté 2,5 fois plus de poids, mais il m'aurait offert l'autonomie totale, c'est super sympa. Cependant, mon GR5, vu que je l'ai commencé tard en saison et que je prévois de partir après faire les Pyrénées très très tard en saison, j'étais pas sûr que mon panneau solaire soit vraiment pertinent. Donc j'ai pris Powerbank. Et c'est pas tout de prendre tout le matos électrique, n'oublie pas aussi tout le câblage qui va avec. Hein, c'est marrant de voir un randonneur qui a toute la panoplie, tout ce qu'il faut, la frontale, le powerbank, le smartphone, et puis t'as pas le câble, c'est un petit peu gênant. Je te conseille du PQ également, mais sur le GR5, sur beaucoup de gîtes, de refuges, etc. Tu trouveras des endroits pour faire en fait ta pause technique. On ne sait jamais ce qui peut arriver, un rouleau de PQ dans un Ziploc, ça peut quand même sauver l'honneur et la mise. Maintenant, on va parler rapidement du couchage. Alors le couchage, effectivement, 4 points, tente, le matelas, le duvet et le drap de soie, qui est un peu moins connu. Tente ou hamac sur le GR5. Si tu ne veux pas te casser la tête, tente. Dès qu'on arrive en altitude, tu vois ici on est à près de 2500 mètres, tu ne vois pas beaucoup d'arbres et non, ça veut dire que tu vas être obligé de redescendre en fond de vallée ou d'arrêter plus tôt ta journée pour trouver des arbres pour tendre ton hamac. J'ai un client en coaching privé qui a fait son GR5 en hamac. Retour d'expérience, ça passe. Par contre, il faut effectivement prévoir. Bon, moi c'est une contrainte que j'apprécie pas, donc je prends la tente. Ou un tarp, ça passe également, tu fais comme tu veux. J'ai pris en ce qui me concerne une Aravis One de chez Coleman, qui est une petite tente sarcophage. Elle a un petit défaut, elle pèse 1,9 kg, mais elle a une qualité, elle est pas chère. C'est la première tente Alpi entrée de gamme, on va dire, qui coûte 130 € de mémoire chez Decathlon. Et elle a un double toit costaud, je me suis même pris des orages de grêle dessus, elle encaisse. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, on va voir le tapis de sol. Je prends un tapis de sol mousse. On est dessus depuis tout à l'heure, en fait, depuis la deuxième partie de cette vidéo. Ça suffit. Si tu as des problèmes de dos, pourquoi pas, si tu vraiment as besoin de ton petit confort, partir sur un matelas gonflable. Attention, l'entrée de gamme est un peu fragile, donc il se perce ou il se fissure facilement. Donc il faut quand même taper un truc qui tienne la route, histoire qu'au bout de 3 semaines, tu ne te retrouves pas à plat. Parce qu'à ce compte-là, autant prendre un tapis mousse. Le duvet, j'ai pris un duvet surdimensionné. Pour un GR5, je te conseille de prendre un duvet 5 degrés en confort. Donc ça fait un 5-0, extrême température 0 degré. Moi j'ai pris un 0-5, donc c'est une couche au-dessus, c'est quelques centaines de grammes en plus. Mais à nouveau, en raison de l'organisation de mon GR5 et de sa continuité après, tard en saison, j'ai préféré prendre un seul équipement et me blinder. Enfin, le drap de soie, c'est pas très connu, ça pèse 110 grammes et c'est en fait un sac à patates si tu veux. Quand tu dors, un duvet c'est inlavable, surtout les duvets de montagne en duvet de canard. Quand tu le laves, ça prend 3 jours à sécher, c'est horrible. Et en plus, si tu le sèches mal, il moisit, tu as de la mycose dedans, c'est une infection. Donc, le petit drap de soie. Tu t'enfiles dans le drap de soie, puis tu t'enfiles à l'intérieur de ton duvet. Ce qui fait que toute ta crasse, ta sueur, ton sang, des croûtes qui se rouvrent, tes cheveux, tes poils, etc. ça finit dans le drap de soie que tu laves toutes les semaines et tu restes en hygiène totale et tu n'as pas besoin de laver ton duvet. Allez, c'est parti, on continue. Maintenant, on va faire un rapide point sur tout ce qui va être hygiène. On parle d'une expédition au long cours, donc 3, 4, 5 semaines. Si tu ne maintiens pas un bon niveau d'hygiène, tu vas avoir des problèmes. La crasse, c'est facteur d'irritation, irritation maltraitée qui peut finir en mycose. Donc je te parle vraiment de trucs dégueulasses qui sont absolument à éviter. Donc pour ce faire, on va rester propre. Oui, en randonnée, même en long cours, je ne prends pas une douche tous les jours. Ça ne pose pas de problème à partir du moment où je lave les points essentiels de mon corps. Les mains, parce qu'on est en permanence en train de toucher les roches, la terre, tout ça. Après, on apporte la main à la bouche, c'est dégueulasse. On se lave les mains, le visage, le sexe et les pieds. Tous les jours. C'est pas négociable. Et si tu commences à avoir un début d'irritation, que ce soit ici au niveau de l'aisselle, que ce soit à l'aine au niveau du sexe, derrière les genoux, sous les seins, entre les fesses, etc., lave la zone qui commence à s'irriter. Il faut que ce soit absolument propre et sec. Et une nuit entièrement propre et sèche, même après une journée avec beaucoup de sueur, d'humidité, ça régénère l'épiderme, c'est très impressionnant. Donc lave-toi les points essentiels du corps, plus les zones qui commencent à s'irriter, pour bien rester en hygiène et pas souffrir et pas choper de mycose par la suite. Donc pour ce faire, ça va être très simple. Je t'invite à ne pas prendre toute ta salle de bain avec toi, une serviette microfibre pour rester bien sec, du savon pour rester bien propre. Alors ici j'ai un savon, on va dire classique, au lait d'ânesse, j'adore cette odeur. Mais d'habitude, je prends un savon d'Alep en fait. Le savon d'Alep, tu sais, c'est un savon un peu vert,
qui est complètement naturel. C'est de l'huile d'olive avec des feuilles de laurier, des feuilles de je sais pas trop quoi. C'est le savon d'Alep, son nom, c'est complètement bio. Et ce qui me permet de faire toute mon hygiène, 100% de mon hygiène, avec, dans la nature, sans polluer. Ça me sert de douche, de shampoing, de lessive, de liquide vaisselle, de dentifrice. Petit bémol, au bout, on va dire, d'un mois de randonnée, donc pour le GR5, c'est déjà un petit peu limite. C'est pas un excellent dentifrice en fait, le savon d'Alep, et il a du mal à éliminer en fait le glucose rapide qui vient te ramoner les dents. Donc quand même, je te conseillerais de prendre un petit tube de dentifrice pour avoir une bonne hygiène dentaire. Une rage de dents à 2500 mètres, à 10 jours de marche du premier hôpital, ce n'est pas très rigolo. Et une brosse à dents, et tant qu'à faire, pour gagner de l'encombrement et du poids, eh ben, on va couper sa queue. Je me paye le luxe de prendre un gant. Alors c'est optionnel, mais sur une expé à long cours, en fait, ça permet d'avoir une hygiène totale. Notamment au niveau de la peau. Les cellules du corps, tu sais, changent tout le temps. Tous les 350 jours, il n'y a plus une seule cellule qui est pareille. On change en permanence. Notamment la peau, ça va très vite. Donc au bout de 3 semaines sans laver au gant, avec des fortes sudations, ça arrive d'avoir toute la peau qui pèle, comme après un gros coup de soleil, sauf que c'est normal. C'est ta peau qui se barre en permanence. Avec un gant, ça permet de rester bien en hygiène et de liquider au fur et à mesure les peaux et pas se retrouver avec des lambeaux de peau sur la serviette, parce qu'à bout d'un moment, c'est ça qui arrive. Donc c'est un petit peu cher en poids, c'est vrai, mais pour le long cours, c'est quand même super utile. Dernier point pour l'hygiène, un coupe-ongle. Je t'invite tous les 7 jours à couper tes ongles. Ceux qui ne coupent pas les ongles, les guitaristes, les filles, etc., lavez-vous bien les ongles. Parce qu'on est en extérieur, et dans la vie en extérieur, il y a toujours les ongles qui deviennent noirs très vite. Il y a de la crasse, des germes, des microbes, des virus, des bactéries, des champignons, tout ce que tu veux là-dedans. Et quand tu manges avec tes mains, tu penses ça à la bouche. Ça, c'est une des raisons, concrètement, des chiasses, des problèmes gastriques sur les GR. C'est au niveau de l'hygiène des petits doigts. Donc coupe-toi les ongles toutes les 7 jours et sinon sois très discipliné sur l'hygiène de tes ongles, sinon tu vas choper des saloperies. Tu remarqueras que j'ai pas pris mon shampoing, mon après-shampoing, ma crème pour avoir la peau douce, ma crème hydratante, mon gel pour les cheveux, ma crème pour les cheveux, mon lisseur, mon sèche-cheveux, etc. Tout ce qu'il y a dans ta salle de bain et qui sont des outils superbes, ça pèse super lourd. Et ne prends pas ça en randonnée. Chaque kilo que tu prends en plus, c'est un kilo de trop. Et quand tu te le portes sur 600 km, que tu as monté 35 000 mètres de D+, de montée, avec un truc qui ne sert à rien dans le sac, qui te coûte très très cher à la fin. Donc, tout le superflu, je t'invite à le laisser à la maison. Vraiment. Maintenant qu'on est tout propre, au cas où il y a un petit bobo, on va quand même parler de la pharmacie. Alors, je précise que c'est une pharmacie ultra light. On parle juste après comment on peut la rallonger, entre guillemets. La première chose, c'est ça. Un petit pied de biche rose fuchsia. Je sors toujours avec mon petit pied de biche rose fuchsia. C'est mon Tirtic. Alors GR5, oui, on est haut en altitude moyenne, mais oui, on fait quand même des fonds de vallée avec de la forêt, de l'alpage. Et ça, typiquement, ça rate pas. Il y a quand même des tiques. Donc prends bien ton Tirtic. J'ai également, en cas de petits bobos, hémorragie, de l'antiseptique. Pour rincer la plaie ou enlever les corps étrangers des yeux quand tu es seul, en plus c'est un peu galère, un petit sérum physiologique. Et j'ai également une compresse stérile pour faire un point de compression sur une grosse hémorragie ou pour curer une plaie ou faire un pansement, etc. C'est un peu léger, je sais, c'est pour ça qu'on peut rajouter, sans trop se poser de questions en fait. Si tu as peur d'avoir des ampoules, prends des compides, prends des pansements également, pourquoi pas. Et ce sera déjà pas mal. Je préfère faire léger, en sachant que la meilleure, vaut mieux prévenir que guérir. En fait, en ayant une bonne prépa physique, une bonne condition physique, un comportement adapté, statistiquement on ne se blesse pas. Forcément dans les pierriers, à un moment, ça va racler un peu les coudes, les genoux, les tibias. C'est des petites hémorragies, c'est pas trop grave. Pour les gros bobos, typiquement les accidents cardio-respiratoires à la montée et typiquement les fractures de membres inférieurs à la descente, là c'est une prise en charge sérieuse. Je suis pas je suis pas secouriste en fait, je suis pas formateur en secourisme. Oui, j'ai mon PSC1 et oui, je le repasse tous les ans. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que je veux te dire. Je vais t'inviter à faire ton PSC1. Tu payes 26 € pour une formation d'une journée complète avec un professionnel du secours, des pompiers qui ramassent des gens à la petite cuillère toute la journée et ils t'apprennent comment prendre en charge un petit et un gros bobo.
Si tu randonnes en groupe, à mon avis, il vaudrait mieux qu'il y en ait au moins un qui soit formé PSC1. Et quand tu randonnes en solo, c'est incontournable pour pouvoir te prendre en charge en cas où il y a un moment, tu es très isolé, personne ne pourra te prendre en charge avant le lendemain parce que tu as fini tard, par exemple, ton sentier, etc. Sois prévoyant pour ne pas finir comme 127 heures plus tard. Allez, on va continuer maintenant avec le manger, mais avant, si tu apprécies ce genre de vidéo, d'équipement pour faire un GR, spécifiquement ici le GR5, mets-moi un like, abonne-toi à cette chaîne YouTube, rejoins-moi sur mon site lebanquierrandonneur.fr et je vais te dire quelque chose, je vais te faire un cadeau. Je vais t'offrir 1 heure de formation vidéo gratuite. Pour ce faire, tu n'as qu'à aller sur le lien que tu vas trouver en dessous, tu me donnes ton prénom, ton email et je t'envoie par mail l'accès à cette formation, à nouveau de 4 vidéos de plus d'1 heure gratuite pour préparer toutes tes randos de manière générale. Si spécifiquement tu es en train de préparer ton GR5, j'ai préparé quelque chose pour toi, tu vas adorer, c'est la formation IGR5. Rendez-vous à nouveau sur le lien que tu trouveras également en dessous et sur IGR5, je te prépare en plus de 3 heures de formation vidéo largement à préparer tous les points. L'itinéraire, la logistique, les moyens de transport, comment s'arrêter, où se ravitailler, où dormir. Le GR5 n'aura plus de secret pour toi. 2. On va parler du matériel. Comme tu peux le voir dans cette vidéo, on va un petit peu vite, on va passer je pense, vu de la caméra 20-25 minutes ensemble. Un truc comme ça. Et j'ai un module spécifique, le second module de cette formation IGR5 qui dure plus d'1 heure, qui est spécifiquement dédié au matériel. Et on rentre dans le détail. Là, je vais un petit peu vite. Également, on va trouver un 3e module de haute montagne. On monte régulièrement à 2000, 2500, 2700 mètres. La haute montagne, on évolue sur un terrain qui n'est pas le même qu'en plaine. Il vaut mieux être bien préparé et avoir les bonnes connaissances, notamment pour gérer les orages. Qui sont un gros facteur d'accident. Ça n'aura plus de secret pour toi non plus. Enfin 4, je vais t'offrir un programme de préparation physique. Celui que j'ai appliqué sur moi-même pour pouvoir être capable de faire mon GR5, la grande traversée des Alpes, en 18 jours, en 18 étapes. Et enfin, il y aura même un 5e bonus cadeau, mais je ne te spoile pas, ce sera une petite surprise à la fin de cette formation IGR5, à nouveau que tu peux retrouver juste en bas. On continue, que manger? Bon. On commence avec 2 petites astuces et après on rentre un petit peu dans que manger, effectivement. 2 astuces pour diversifier un peu le manger. On va voir concrètement comment se nourrir, mais est-ce qu'on mange chaud ou est-ce qu'on mange froid? C'est une bonne question et elle mérite d'être posée parce qu'en fait le GR5, on traverse les Alpes qui sont un massif de montagnes très civilisé avec beaucoup d'infrastructures, tu auras des ravitaux tous les 48 heures, donc on peut se permettre de manger froid. L'avantage c'est quoi? Tu ne portes pas le gaz, c'est tout de suite 300 grammes, une capsule de gaz, tu ne portes pas le brûleur, 150 grammes, tu ne portes pas de popote, un encombrement de plus d'1 litre dans ton sac sans compter le poids et sans compter le temps que tu passes à faire la vaisselle. Manger froid, typiquement en ayant une base de nutrition pain, fromage, saucisson, avec bien sûr du fruit sec, des graines, du chocolat noir, etc. Ça peut être aussi intéressant, surtout en termes de poids. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vous dites oui mais David, t'imagines manger froid 4 semaines, mais c'est horrible, j'aime manger chaud. C'est un choix, effectivement, mais sache que tu peux gagner encore des grammes dans ton sac en mangeant froid et je vais te dire, en plein été, en période estivale, dans un milieu minéral comme ça, il fait très chaud. Ça ne me manque pas de manger chaud concrètement. Moi j'ai fait mon GR5 en mangeant exclusivement froid et je me porte plutôt pas mal. En plus, on est dans les Alpes, il y a une gastronomie, un savoir-faire traditionnel, il y a une charcuterie, du fromage. Et quand tu vas du nord vers le sud ou inversement, tu passes par tous les pays de fromage de folie, quoi. Reblochon, Abondance, Comté, Beaufort. Waouh, mais ça n'en finit pas. La tome, ça n'en finit pas, c'est extraordinaire. Donc pourquoi pas manger froid? Deuxième petite ouverture pour la nourriture. Les repas, c'est très important, mais pourquoi pas partir à jeun le matin? Quand on mange, on rentre en phase digestive et 35% de l'énergie du corps part dans l'estomac, dans les tripes, pour pouvoir bien digérer ce qu'on mange. Et si ces 35% d'énergie, on les mettait dans nos pattes pour bien avancer le matin, tout en ayant l'esprit clair. C'est une question que je soulève. Franchement, j'étais sceptique. Un bon sceptique est un sceptique qui essaye. J'ai essayé, puis franchement, c'est adopté. Maintenant, je pars à jeun le matin, c'est extraordinaire. Donc, que manger? On va privilégier du lipide. Il faut manger du gras pour avoir de l'énergie pure.
On part sur du long cours, attention, hein. On part sur une expé de 3, 4, 5 semaines en fonction de ta vitesse. On va dépenser 3, 4, 5 000 calories par jour. Donc forcément, tu vas maigrir déjà, c'est obligatoire. Et même en mangeant beaucoup, tu vas maigrir. Donc mange de la calorie et pour taper de la calorie, il faut manger du gras. Donc de l'huile, des avocats, des graines, etc. Tape dans le gras. Des glucides, on va bien gérer nos glucides aussi avec du sucre lent, notamment le matin pour avoir de l'énergie bien pour un bon départ, et des sucres rapides étalés par petits encas sur toute la journée. Enfin de la protéine pour faire une bonne reconstruction musculaire, c'est pas la priorité mais c'est important pour avoir une bonne reconstruction musculaire. Je vais te dire, sur mon GR5, moi j'ai gagné un tour de mollet et 2 tours de cuisse encore. On va les faire travailler les jambes, et puis l'autre corps aussi un petit peu mais moins, surtout les jambes. Et voilà, c'était David, le banquier randonneur. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Si oui, offre-moi un pouce bleu, c'est gratuit et ça me fait connaître. À nouveau, abonne-toi sur tous mes réseaux sociaux. Rejoins-moi sur mon site lebanquierrandonneur.fr. Viens sur le YouTube, Facebook, Instagram, je suis partout. Et à nouveau, n'hésite pas, dans le lien en dessous, d'aller chercher ton cadeau d'une heure de formation gratuite ou même ta formation IGR5. Allez, c'est parti, c'était David. Et je te dis à très bientôt. Salut!